Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dev du jeudi. Alors, je vais partager mon écran. Ok. Donc, bonjour à tous encore une fois. Bienvenue dans ce 7e épisode, puisque vous l'avez vu la semaine dernière, j'étais malade malheureusement et donc il n'y a pas eu d'épisode du Dev du jeudi la semaine dernière. Donc on reprend le 7e épisode qui était prévu la semaine dernière, qu'on va faire aujourd'hui. On décalera du coup les prochains épisodes, on va en reparler dans quelques instants. Donc aujourd'hui on va parler de 3D. On va parler d'une application Rubik's Cube. En fait, on va d'abord voir la 3D et tout ça, et puis on va parler d'une application Rubik's Cube. Je vais revenir dessus après. Un rappel sur l'agenda. Donc aujourd'hui, épisode 7, on fera une application Rubik's Cube. La semaine prochaine, on fera l'épisode 8, on aura une application de prise de notes. Le 20 février, l'épisode 9, une application météo. Le 27 février, l'épisode 10, une application de gestion de contact. Le 6 mars, épisode 11, l'application lecteur de flux RSS. Et le 13 mars, l'épisode 12, pour la dernière application, l'application le Dev du jeudi. Pardon. N'oubliez pas, vous pouvez communiquer sur le Dev du jeudi sur Twitter avec le hashtag le Dev du jeudi. Donc n'hésitez pas à tweeter sur l'événement. Vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube youtube.com/le Dev du jeudi. J'ai envoyé ça à tout le monde. Voilà. Hop. Donc n'hésitez pas à retourner voir les épisodes sur YouTube, sur la chaîne Le Dev du jeudi. Je sais qu'il y avait le site ledevdujeudi.com qu'on avait annoncé. Il y a un problème avec le serveur en fait, donc voilà, j'espère que ça va se résoudre assez rapidement. En tout cas, vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube. Et au passage, William a raison, il va falloir qu'on change la bannière. Donc on s'en occupera. Les offres en cours. Donc il y a des nouvelles offres qui sont en cours depuis hier en fait. Il restait des offres qui étaient valables jusqu'au 31 janvier, donc celles-là ne sont plus valables. Il y avait des nouvelles offres maintenant. Une première offre qui est une remise de 50% sur les packs mobiles. Alors, je vais donner plus d'explications. Juste le temps d'envoyer le lien à tout le monde. OK. Donc, la première offre, c'est 50% de remise sur les packs add-on mobiles pour les éditions professionnelles de Delphi et C++ Builder. Je rappelle en effet que dans les différentes versions de Delphi et de C++ Builder, il y a 4 niveaux, professionnel, entreprise, architecte, ultimate. Le développement mobile n'est disponible qu'à partir de la version entreprise. D'accord, donc entreprise, ultimate, architecte, en Delphi ou en C++ Builder, vous aurez le développement mobile. Si vous prenez une version pro, de Delphi ou de C++ Builder, vous n'aurez pas le développement mobile. Vous avez possibilité de compléter votre version professionnelle avec un pack add-on mobile qui vous donne une version professionnelle avec en plus le développement mobile. D'accord. Et en l'occurrence, en ce moment, il y a 50% de remise sur ce pack add-on. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous êtes en version pro et que vous voulez acheter le pack mobile pour avoir le développement mobile, vous pouvez le faire. Si vous êtes en RAD Studio, d'accord, si vous êtes en RAD Studio, donc pas Delphi ou C++ Builder tout seul, si vous êtes en RAD Studio, dès la version Pro, vous avez le développement mobile. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. OK. Donc ça, c'est la première chose sur les offres, 50% de remise sur les packs add-on mobiles
pour les éditions professionnelles de Delphi C++ Builder X5. Un bonus pack, si vous achetez une version X5, quelle que soit la version X5 pour entreprise Ultimate Architect, peu importe, vous avez accès à un bonus pack. Dans ce bonus pack, vous avez accès à 3 choses différentes. Vous allez avoir accès au livre de Nikogis qui s'appelle Coder en Delphi, d'accord, qui est un livre exclusivement sur le code Delphi, d'accord. Donc on ne parle pas de composants, pas de champs ça, on parle de code pur, là, dans ce cas-là, dans ce livre. Et bien entendu, c'est un livre qui est en anglais. Donc c'est une version électronique, un e-book que vous pouvez récupérer. On ne vous envoie pas un livre, hein. Vous avez un e-book que vous pouvez télécharger. Ça, c'est la première chose. Donc, à partir du moment où vous achetez une version X5, que ce soit RHADstudio, Delphi, C++ Builder, peu importe la version, vous aurez accès à ça. Également, vous allez pouvoir récupérer des packs de style Premium FireMonkey, en l'occurrence les packs, les styles Jet et Diamond, que vous pouvez utiliser dans toutes vos applications, aussi bien Windows que mobile, iOS, Android, et Windows et OS X aussi pour la partie desktop. Deuxième chose. Et troisième chose, c'est le convertisseur MIDA VCL vers FireMonkey. Vous avez droit à l'édition basique, qui est un outil qui permet de faciliter la migration. Si je ne me trompe pas. Donc MIDA Converter, c'est un outil qui vous permet de faciliter la migration d'une application VCL vers FireMonkey, d'accord. Donc il existe plusieurs versions. De MIDA Converter. Ici vous avez le tableau avec les différentes versions. Vous avez droit à la version basique, donc qui ne sait convertir que les composants classiques et standards, d'accord. Donc encore une fois, c'est pas l'outil magique qui fait tout seul, d'accord. Je prends pas mon application VCL, je clique et puis je récupère mon application FireMonkey, je peux compiler sur toutes les plateformes. Bien entendu, il saura convertir tout ce qui est comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Ce qui est composant standard, d'accord. Donc tant qu'il y a une équivalence de l'autre côté en FireMonkey. Maintenant, c'est sûr que si vous avez des composants en haut, des librairies externes, des composants à vous que vous avez créés, il ne saura pas les convertir, soit parce qu'il n'y a pas de correspondance en FireMonkey, soit parce que vous n'avez pas acheté, par exemple, l'équivalence en FireMonkey si c'est des TMS, ce genre de choses. D'accord. Par contre, ça peut faciliter et faire gagner un peu de temps si on veut convertir une application VCL en FireMonkey, mais il y aura quand même certainement du travail et des choses à faire. De la même manière, si dans le code vous faites appel à des versions, à des API spécifiques, à Windows, ou ce genre de choses, forcément, il ne saura pas traduire ça pour que ça soit exécutable sous Android ou autre. Donc c'est un outil d'aide à la conversion de VCL vers FireMonkey, mais encore une fois, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas l'outil magique qui fait tout seul et on n'a plus rien à faire. Donc ces trois choses-là, c'est disponible dans le bonus pack. Pour récupérer ces outils-là, donc il va falloir que vous achetiez une version X5, que vous l'installiez, que vous l'enregistriez. Une fois que vous aurez installé et enregistré votre version, vous pourrez vous rendre ici, tout simplement, et vous pourrez récupérer les différents... voilà, le livre, on va le trouver ici, les différentes parties du bonus pack. Donc le livre Coder en Delphi est disponible ici. Encore une fois, il faut déjà avoir installé et enregistré la X5. Ça c'est pour le livre. Ensuite, les packs de style sont ici. Je vous envoie les liens, comme ça vous aurez tous les liens. Et je cherche MIDA, c'est pas cette version-là. Voilà, il est là. Et MIDA Converter, il est ici.
Voilà les 3 liens pour récupérer les 3 parties du pack mobile. Sur ces 3 offres-là, j'ai oublié, je crois, de le préciser là-dessus. Le bonus pack plus la remise de 50%, c'est des offres qui sont valables jusqu'au 31 mars. D'accord, donc il vous reste un peu moins de 2 mois pour pouvoir bénéficier de ces offres-là. D'accord. Attention, dans tous les cas, il faudra, si vous avez acheté la X5, pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faudra que vous ayez tout récupéré au plus tard 14 jours après la fin de l'offre. Donc il faudra récupérer ça au plus tard le 14 avril. D'accord, donc le lien que j'ai donné n'est pas bon. Le lien que j'ai donné là, c'est un lien pour RadStudio en fait. D'accord. Si vous êtes que sur un Delphi, dans ce cas-là, vous serez sur ce lien-là, d'accord, plutôt. Et si vous êtes que sur un C++ Builder, vous serez sur ce lien-là, d'accord. Donc tout dépendra en fait. Tout dépendra en fait le produit que vous avez. Hein. Si c'est un C++ Builder, ce sera plutôt sur ce lien-là que vous irez récupérer les produits. Si c'est un RadStudio, vous pouvez aller sur l'autre, le premier que j'ai donné. Si c'est un Delphi, celui juste avant. Voilà. Ok, donc ces offres-là, la remise de 50% sur les packs mobiles et le bonus pack, offre valable jusqu'au 31 mars, jusqu'à la fin du trimestre. Ok, quelques liens. Il y a un hotfix 4 qui est sorti, dont on n'avait pas encore parlé, puisqu'à l'époque, il n'était pas sorti. Je vous envoie le lien. Ça ne corrige rien de particulier au niveau de Delphi, C++ Builder, du RadStudio. C'est simplement un outil qui s'appelle refine.exe qui est mis à jour, qui a été corrigé, qui est un outil qui peut être utilisé dans certains cas pour de la conversion BDE et pour d'autres choses aussi. Okay, donc c'est pas un hotfix super important si vous n'utilisez pas du tout cet outil-là. Donc ça c'est la première chose, hotfix 4 pour le RadStudio X5. Autre lien intéressant, c'est un style qui a été mis en téléchargement pour avoir le style Android KitKat. D'accord, donc le style d'Android 4.4, la dernière version d'Android. Voilà, donc c'est un style que vous pouvez aller récupérer et qui s'intégrera dans le Delphi, qui prendra donc le look KitKat si c'est nécessaire sur vos téléphones ou tablettes Android. Ensuite, un séminaire en ligne qui va se dérouler le 12 février, d'accord, donc la semaine prochaine. C'est un séminaire en ligne en anglais, par contre, hein, j'insiste bien là-dessus, qui va parler des tests unitaires avec Delphi, d'accord, qui sera animé par Nicotis, justement. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous enregistrer, c'est un séminaire gratuit, d'accord, en ligne, qui se déroule de la même manière que le dev du jeudi, d'accord. Si ce n'est que par contre c'est en anglais, donc attention aux horaires, hein, il y a plusieurs tranches horaires qui ont été mises à disposition pour justement pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir avoir des horaires relativement cohérents. Donc si vous voulez le suivre, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à le suivre. Ce sera le 12 février donc. On en avait déjà parlé pas la semaine dernière, puisque j'étais pas là, la semaine d'avant. Il y a le séminaire Code Rage 8, mais dédié au C++, donc qui approche, puisque ce sera le 25 et le 26 février prochain. Vous pouvez bien entendu vous inscrire. Ici, dans le premier lien que j'envoie, vous allez trouver le détail de l'agenda, d'accord.
Donc n'hésitez pas à aller voir, où vous allez retrouver beaucoup de choses, hein, que ce soit en développement mobile, que ce soit alors sur iOS seulement, hein, pour la partie C++ Builder, d'accord. Sur les 2 jours, vous avez le détail des sessions et vous pouvez bien entendu ensuite vous enregistrer sur ce lien-là qu'on avait déjà donné normalement, et que je vais redonner. Encore une fois, c'est un séminaire qui est gratuit, d'accord, qui se déroule de la même manière que le dev du jeudi, le 25 et le 26 février 2014, et bien entendu, c'est un séminaire qui se déroule en anglais, c'est un séminaire animé par Embarcadero US. Donc, voilà. Ok, la dernière fois j'avais parlé d'un séminaire dédié au développement sur les périphériques et sur les gadgets, d'accord, pour pouvoir voir comment interagir avec des box domotiques, avec un Air Drone, avec des Google Glass, avec plein d'autres périphériques. Je sais que certains d'entre vous ont participé à ce séminaire. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou même ceux qui l'ont fait mais qui souhaitent pouvoir le revoir, ce séminaire est disponible en replay, hein, puisqu'il est déjà passé. Donc n'hésitez pas à aller sur cette page, il vous suffit juste de vous inscrire et vous pourrez ensuite accéder en replay au séminaire. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y avait pas mal de choses très intéressantes. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est communication avec des périphériques et autres, ou comment créer les applications dans Delphi pour des périphériques, des gadgets, et ainsi de suite, ben, voilà. N'hésitez pas à aller voir, c'était très, très intéressant. Un lien vers un billet blog de Sarina Dupont, d'Embarcadero, qui a publié un petit billet pour expliquer un petit peu comment on peut modifier et créer des styles pour la VCL. Donc c'est intéressant, voilà, il n'y a pas que FireMonkey, dans Delphi on peut toujours faire, et dans C++ Builder on peut toujours faire des applications VCL bien entendu. Donc elle a créé un petit billet pour expliquer comment ça se passait, comment on pouvait modifier les choses et comment on pouvait soit créer un style, soit modifier un style déjà existant. N'hésitez pas à aller voir le billet, c'est très intéressant. Ok. Un autre billet qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment très intéressant, parce que c'est le genre de choses qu'on ne voit pas tout le temps. J'essaye à chaque fois de vous donner pas les billets sur les choses les plus courantes ou les plus classiques, hein, mais j'essaye de vous donner des liens sur des choses un petit peu particulières qu'on n'a pas tout le temps l'habitude de voir. Donc un billet qui a été fait par quelqu'un qui est MVP Embarcadero en fait, et qui a expliqué comment avoir du vrai multitouch, le support du vrai multitouch dans Delphi X5. Alors j'explique un petit peu parce que sinon après les gens vont croire qu'on n'a pas de multitouch dans Delphi X5. Donc si bien entendu on a du multitouch dans Delphi X5, par contre on a du multitouch sur des événements déjà prédéfinis, ce qui bon, en général de toute manière correspond à ce qu'on veut faire, on va dire dans 99% des cas sur la partie mobile, quoi. D'accord, à savoir le rotate, d'accord, on le voit hein, ici, si je fais, alors que ce soit en mobile ou en desktop, hein, c'est la même chose. Si je regarde sur une fenêtre, en fait, hein, dans la partie touch, j'ai interactive gesture et je vais retrouver ici tous les mouvements qui sont multitouch. Donc le zoom, hein, alors le pan, il n'est pas multitouch, hein, on le fait avec un seul doigt, c'est quand je fais défiler sur l'écran, je fais un glissement sur le... Mais j'ai la notion de vitesse, et ainsi de suite. Le rotate, d'accord, le two finger tap, le press and tap, le long tap, le double tap. Donc, qui sont voilà, les principaux mouvements qu'on a l'habitude d'utiliser sur un mobile ou sur une tablette. Hein. Donc tous ces mouvements-là peuvent être détectés, il n'y a pas de problème. Delphi sait le faire en standard, ne vous inquiétez pas, hein, aucun souci là-dessus. Par contre, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est dans une application, dans certaines applications particulières, d'avoir, je vais poser mes 5 doigts, par exemple, sur mon écran,
d'avoir les coordonnées de tous les points de contact en même temps, d'accord. Donc là, je suis pas dans le cadre d'un mouvement multitouch standard qui est prévu dans Delphi. Et donc ça, j'aurais pas possibilité de l'avoir, d'accord. Donc d'où le code qui est proposé ici pour pouvoir justement récupérer les coordonnées de tous les points de contact en fait et avoir les informations directement. Voilà. Donc c'est très intéressant. J'avoue ne pas avoir testé le code. A priori, d'après ce que la personne présente, ça marche à la fois sur iOS et sur Android. Donc voilà. À tester, j'avoue que je ne l'ai pas testé, mais c'est quelque chose d'intéressant qui, dans certains cas, peut servir, quoi. Voilà. Peut être utile. La personne précise bien que ça marche sur iOS et Android. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir, c'est assez intéressant comme code, quoi. Et ça peut être utile dans certains cas, en l'occurrence. Mais encore une fois, si ce que vous avez besoin, c'est juste, si ce dont vous avez besoin, c'est juste les mouvements standards multitouch, vous n'avez pas besoin de passer par le biais de ce code-là et vous pouvez les récupérer et y accéder en standard dans Delphi avec FireMonkey, il n'y a pas de problème. Un autre code que j'ai trouvé sympa et encore une fois qui fait partie des choses qu'on ne trouve pas tout le temps, qui est la manière de pouvoir récupérer l'icône de l'application sur Android. D'accord. Donc là en l'occurrence le code récupère l'icône et le met dans un bitmap, quoi. Mais voilà, ça peut être intéressant dans certains cas aussi, ça peut avoir une utilité. Donc c'est un petit code relativement simple. Donc on récupère l'icône de son application. A priori que de son application. Je ne pense pas qu'on puisse récupérer l'icône puisqu'on part d'Activity, donc à mon avis, je ne pense pas qu'on puisse aller récupérer les icônes d'autres applications. Voilà. Mais bon, ça peut être utile dans certains cas. Le design du vendredi, donc c'est un nouveau principe qui avait été lancé. Donc c'est sorti juste après le dernier. Encore une fois, comme on n'a pas eu l'épisode la semaine dernière, donc c'est sorti après. Puis après, il y avait eu plusieurs semaines. Il y a eu une semaine où on n'était pas là, où il n'y avait pas eu d'épisode. Donc la dernière fois, on en avait parlé, d'accord, je vous l'avais annoncé. Donc le principe, c'est quoi? C'est tous les vendredis. Je vais vous montrer, voilà, le dernier. On va prendre la version française. Le principe, c'est tous les vendredis de vous fournir un design, d'accord, qui va pouvoir fonctionner, d'accord, qui va utiliser certaines animations, certains effets, et ainsi de suite, d'accord, et que vous allez pouvoir utiliser comme vous voulez. Les sources sont fournies, d'accord. Initialement, il était prévu que chaque semaine, le design soit à la fois desktop et mobile, mais après réflexion, on a changé ça, puisque c'est vrai que l'ergonomie et la manière d'utiliser les applications n'est pas vraiment la même quand on est en desktop et quand on est en mobile. Donc ça a changé, donc du coup maintenant c'est une semaine sur deux. Une semaine on va avoir un design desktop, la semaine suivante on va avoir un design mobile, et ainsi de suite. La semaine suivante desktop, la semaine d'après mobile, et ainsi de suite. Donc on va alterner à chaque fois mobile, desktop, et ainsi de suite. À chaque fois les sources sont fournies. Le but n'est pas d'avoir une application avec plein de code métier à l'intérieur. Encore une fois, c'est que du design, d'accord. Mais ça peut vous donner des idées, ça peut être une base de départ pour une application, ça peut vous permettre de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est publié sur mon blog directement. En attendant, j'avais dit, plus tard, très certainement, il y aura un site web qui sera mis en place pour ça, mais j'attends qu'il y ait quand même un certain nombre de designs qui soient sortis. Donc pour l'instant, on en est déjà au 3e. Demain, il y aura le numéro 4, en fait, qui va sortir. Alors, je vais vous donner les liens vers les sources directement. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer les sources des designs. Encore une fois, tous les sources. Après, je vais passer sur Delphi, je vais vous les montrer. Ok, donc ça, c'est le design numéro 1. Hop.
Ça, c'est le numéro 2. Là, vous aurez les liens directs, si vous voulez. Et ça, c'est le numéro 3. D'accord, donc là, vous pouvez récupérer les sources directement. Encore une fois, c'est les sources, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de restriction dessus. Juste pour vous montrer, parce que c'est vrai que... Alors, après, vous retrouvez tout dans mon blog, hein, j'ai donné le lien de mon blog, donc à chaque fois, c'est publié sur mon blog. Donc, n'hésitez pas à le suivre et vous verrez tous les vendredis. Tous les vendredis, il y aura un design qui sortira, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, on a suffisamment d'idées pour pas mal de temps, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, on va prendre le premier. Voilà. Ok, donc c'était un design, donc le premier était à la fois desktop et mobile, hein, même si, encore une fois, pardon, hop, on va se mettre en Windows, ça sera mieux. J'étais en train de me demander pourquoi mon application s'était lancée sur mon Mac. Ok, donc on voit, voilà, un menu, une animation au départ, hein, si je vais le refaire, quand on lance l'application, hein. Voilà, on voit bien le menu qui a une animation. Après, je choisis simplement le menu que je veux et automatiquement, j'ai accès à la fenêtre qui m'intéresse. D'accord ? Donc encore une fois, les textes sont basiques, hein, texte 1, menu 1, la forme, on a mis du texte lambda dedans, hein. Le but, c'est vraiment pas de faire une application avec plein de fonctionnalités métiers, c'est vraiment de donner une base de départ en termes de design, d'animation, de graphisme, sur laquelle vous pouvez partir. Donc très simplement, vous pouvez très bien avoir ça, cette application-là, remplacer les menus par les menus qui vous intéressent. Il y a une forme pour chaque fenêtre, donc après j'ai un layout ici, c'est très simple de virer mes textes, de virer les labels que j'ai mis juste pour remplir, et de mettre tout ce que vous avez besoin dedans après. Le source étant fourni, après vous allez pouvoir voir comment sont faits les effets, les animations, et ainsi de suite. En l'occurrence, on avait utilisé un style dans le premier design, d'accord. Donc ça, c'était le design numéro 1. On va voir le 2. C'est un design desktop également. On est bien en Windows, ok. Donc pareil, des animations avec les menus. Lorsque je mets la souris, on voit qu'il y a une animation sur l'image de chaque menu. D'accord. Quand je clique, j'ai également une animation, ok, avec ma page qui apparaît. J'ai le bouton pour fermer qui est animé également quand je viens dessus. Pareil, la même animation qu'on retrouve ici, d'accord. Je peux fermer. D'accord. Donc le même principe à chaque fois, hein, c'est vraiment que du design. Les menus, c'est toujours 1, 2, 3, 4. Il n'y aura jamais des fonctionnalités métiers, encore une fois, c'est vraiment des textes basiques, des images que vous pouvez remplacer comme vous voulez. C'est vraiment une base de départ, en fait, pour vos applications. Encore une fois, les 4 fenêtres-là, c'est très simple de remplacer le contenu de mes fenêtres parce que moi, j'ai envie de mettre. D'accord. Et puis, ça peut vous permettre également de voir comment ça a été fait pour voir comment, du coup, j'ai mis ces effets-là en place, comment j'ai fait les animations et autres. Et même si je ne veux pas partir sur ce design-là, je peux me servir de ce qui a été utilisé pour l'utiliser dans mes applications. D'accord. On va voir le dernier qui est le design numéro 3, qui était un design mobile par contre. Je vais l'exécuter en mode Windows. Voilà, donc j'ai une application ici comme une application mobile, d'accord. Je peux la faire marcher sur un mobile, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème aussi, on peut le faire. J'ai mes 4 menus, c'est bien précisé ici, il faut faire un drag des icônes ici pour accéder à la fenêtre. Donc je prends mon icône, je viens de les poser ici et automatiquement j'ai bien accès à ma fenêtre, d'accord. En l'occurrence, il y a même la couleur qui a été reprise, d'accord, voilà. Et un petit effet pour faire apparaître la fenêtre. Voilà. D'accord, donc voilà comment je fais le drag. Malheureusement,
Sur la partie mobile, on ne le fait pas comme on le fait sous Windows, parce que le drag and drop ne marche pas sur la partie mobile, donc il faut le gérer soi-même. Comment je fais l'animation, faire apparaître la fenêtre, comment j'anime mon image qui vient là et qui repart automatiquement à sa place, enfin voilà, ces choses-là. Encore une fois, il y a la fenêtre principale, il y a mes 4 fenêtres, donc rien ne m'empêche de les remplacer par ce que je veux. Bien entendu, ça marche sur mobile. Si je m'amuse ici. Ah oui, hop. Hop. Ok, je suis bien connecté. Je vais lancer. Voilà aussi. Ok. J'ai bien mon téléphone, c'est bon. Je vais exécuter ça et pendant ce temps, je vais relancer le viewer. Ok, donc il est en train de compiler, il va transférer l'application et la lancer. Voilà, je suis sur mon téléphone, je prends mon icône, je le drague au milieu, hop, et automatiquement j'ai bien ma fenêtre qui apparaît de la même manière. Donc ça fonctionne également sur un mobile, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Okay, je suis bien dans la droite de mon icône et je le dépose au milieu et j'ai accès à ma fenêtre. Donc c'est une idée, hein, comme d'autres, mais voilà, le design du vendredi, après le dev du jeudi, donc on a le design du vendredi, tous les vendredis sur mon blog, n'hésitez pas à le suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires également hein, sur les designs qui sont publiés. N'hésitez pas à donner vos idées, vos avis, et ainsi de suite. Voilà, les commentaires sont là pour ça sur le blog, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà, c'est nouvelle chose qu'on a lancée pour vous donner des idées de design. Je reste persuadé qu'avec FireMonkey, on peut vraiment faire des interfaces super sympas, aussi bien en desktop qu'en mobile. Hein. On ne voulait pas se contenter du mobile. Également, sur la partie desktop, il y a des choses sympas qui peuvent être faites. Donc, le but, c'était de vous fournir voilà, du code et des sources. À chaque fois, les sources sont disponibles. Vous n'avez plus qu'à les télécharger et faire ce que vous voulez avec. Donc le design FMX FireMonkey du vendredi. Et pour terminer, donc aujourd'hui on l'a dit, on va parler de 3D. Juste avant de parler de 3D, on va en parler notamment avec Pascal. Juste, je vais vous donner un petit lien, à savoir ce lien-là qui est un lien sur une application que Paul Toth a publiée. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il est avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Il me semble avoir vu. Donc, qui est une application 3D. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc, n'hésitez pas à les récupérer parce que justement, avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un bon moyen aussi de voir ce qu'on peut faire avec une application 3D. Hop. Donc voilà, on a un bonhomme qui court et qui tourne et qui se balade, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, Paul a
avait fait ce code non FireMonkey à l'origine, et il l'a porté sur FireMonkey, donc c'est super. Et il l'a mis à disposition encore plus, donc merci à lui surtout. Je rappelle que Polkadot est à la Réunion. Donc pour nos amis réunionnais, je sais qu'il y en a certains qui nous suivent. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions, que ce soit pour les licences ou pour des développements, pour formation ou autre, peu importe, plein de choses. N'hésitez pas à le contacter, à faire appel à lui. Voilà. Et donc n'hésitez pas à récupérer son code source. On le remercie encore d'avoir publié ça. Ça complète bien tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc en regardant le code, vous verrez un petit peu comment c'est fait, comment assez simplement en fait on peut faire ce genre de choses. Et le deuxième code, en fait, c'est le code de Pascal Fontenot qui est avec nous. Je vais lui donner la parole dans 2 minutes, juste pour expliquer un petit peu. Le sujet du jour aujourd'hui, donc c'est une application Rubik's Cube. Alors, je ne suis pas l'auteur de cette application, il faut rendre à César ce qui est à César, donc c'est Pascal Fontenot qui est à l'origine de cette application. Initialement, en fait, il avait publié cette application sur CodeSource. Hop. Donc c'était à l'origine, ce n'était pas une application mobile, hein, c'était une application desktop qui avait été faite, je ne sais plus si c'est X2 ou X3, on lui redemandera dans quelques minutes puisqu'on va l'avoir avec nous. Voilà, donc c'était juste, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sous Windows en desktop. Voilà, donc on a une application comme ça. J'ai un Rubik's Cube, d'accord, que je vais pouvoir faire tourner. Je vais pouvoir faire tourner les différents éléments. Je peux les animer. Il y a pas mal de choses sont faisables. Je peux tourner. Voilà. Donc à l'origine, c'était une application desktop faite avec FireMonkey, bien entendu, qui utilisait les principes 3D de FireMonkey. Et donc, Pascal nous a gentiment donné l'autorisation de reprendre son code et de le porter en X5, en fait, et d'en faire une version mobile. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire pour voir l'application toute la journée. On va d'abord commencer par voir les concepts 3D et tout ça, comment on fait la 3D sur Delphi, sur la partie mobile, quels sont les différents éléments, ainsi de suite. Et après, on verra justement comment il a construit son application. Au passage, on me fait remarquer quelque chose d'important. J'ai fait une erreur sur son nom, je m'en excuse. Fontenot, E-A-U. Désolé. Vous pouvez, au passage, juste avant qu'on retrouve Pascal, hop, c'était pas là. Retrouver Pascal sur son site où il propose différentes applications qu'il a développées, p2f-logiciel.com. Voilà. On va retrouver Pascal et on va lui poser quand même quelques questions. Avant de commencer, donc encore une fois, après on va commencer à voir les applications 3D, d'accord? Donc on va commencer avec les bases, comment on fait la 3D, quels sont les différents éléments qu'on peut utiliser, tout ça. Mais avant de commencer tout ça, on va juste donner un petit peu la parole à Pascal et questions sur son application. Au passage, si vous en avez, allez-y, posez-les. Alors, je vais lui donner la parole. Donc, je ne sais pas si Pascal nous entend et si il est prêt. Oui. Oui, bonjour, vous m'entendez? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends bien. Juste savoir si les autres entendent bien ou si William, par exemple, peut me dire si au niveau son, c'est bon. Oui, alors bonjour à tous. Ok, a priori ça a l'air bon. Alors bonjour, merci encore Pascal de nous avoir déjà d'avoir fait ce code source et puis de l'avoir mis à disposition, puis de nous avoir permis de le migrer en X5 et sur la partie mobile. Juste une petite question déjà pour commencer, c'est venu comment l'idée de faire une application Rubik's Cube? Alors tout simplement, bon, je suis un programmeur Delphi de la première heure, hein, depuis Delphi 1 16 bits, et je n'avais jamais programmé en 3D. Donc avec l'arrivée de Delphi XE, je me suis dit que j'allais m'y mettre. Et puis devant moi au bureau, j'ai un Rubik's Cube qui trône sur le bureau depuis quelques années. J'ai commencé par faire tourner un simple cube.
puis un deuxième cube, et puis bon, l'idée du Rubik's Cube est arrivée donc très vite. À l'issue, bon, je diffuse depuis pas mal d'années des freeware, des shareware, et je sais très bien qu'il y a un public pour ça, mais j'ai pensé qu'il y avait aussi un public pour le code source, parce que à l'époque de Delphi X2, il y avait encore assez peu de code source sur la partie 3D, et donc bah, j'ai donné à la communauté le code source de manière à ce que d'autres personnes ne butent pas sur les petits problèmes sur lesquels j'ai buté moi-même, et ça a donné une expérience supplémentaire à mon outil de développement, enfin, à l'ensemble des utilisateurs qui utilisent comme moi Delphi. Voilà les raisons qui ont fait que j'ai attaqué ce petit Rubik's Cube. Ok, donc ça avait été fait en X2, hein, donc c'est ça, la Oui, partie tout à fait, en Windows. X2. D'accord. Okay. Qu'est-ce que tu as trouvé de simple à utiliser ou de peut-être un peu moins simple à utiliser justement sur cette partie 3D avec FireMonkey? Alors, ce que j'ai trouvé très simple à utiliser, bah, c'est tout ce qui va être animation, hein, parce que ce sont des parties complexes de code qui sont déjà pré-mâchées par l'environnement FireMonkey. En très très peu de temps, on va pouvoir exécuter des rotations, on va pouvoir tourner autour des objets. Tout ça se fait de manière assez simple. Un peu moins de code, un petit peu plus de composants à poser, de propriétés à évaluer que je n'en avais l'habitude. C'est vrai que le 3D est un petit peu, enfin Delphi devient un peu plus clicodrome, on va dire. On met un petit peu moins de code et un petit peu plus de composants, surtout sur la partie FireMonkey, on va dire. Et donc ça simplifie un peu les choses, qui est beaucoup de choses de pré-mâché. Des parties un peu plus complexes, bah, c'était aborder la partie 3D, puisque c'était nouveau pour moi. Le fait de travailler un petit peu moins avec des entiers sur tout ce qui est positionnement dans l'espace et travailler avec des flottes, ça nécessitait aussi une petite adaptation avec des fonctions comme Shame Value qui permettait de comparer deux flottants qui sont pas tout à fait identiques après une rotation. Voilà les grandes lignes pour les premières difficultés. Il y en a eu d'autres, mais bon, on va peut-être pas rentrer maintenant dedans, puisqu'il va y avoir une présentation des fonctionnalités 3D. Et puis des difficultés que j'ai eues vont forcément tomber, puisque tu vas donner, Thierry, quelques explications. Je reviendrai peut-être en fin de présentation pour parler des difficultés propres au Rubik's Cube et à sa partie 3D pour mieux expliquer les sources de ceux qui sont intéressés, qui vont les lire. Voilà. Oui, tout à fait, ok. Donc on est d'accord que tu avais aucune expérience en fait en développement 3D, quoi. Non, non, absolument Donc aucune. pour toi, même même sans expérience 3D, quoi, tu as réussi à appréhender relativement facilement en fait le fait de faire de la 3D dans Delphi avec FireMonkey. Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'il y a des moments où j'ai utilisé des fonctionnalités qui n'étaient peut-être pas les meilleures. Il y a peut-être des façons plus simples de faire les choses, mais j'ai pas rencontré de difficultés énormes. D'accord, ok, très bien. Donc oui, de toute manière, le code source hein, qui sera mis à disposition, bien sûr, comme tous les autres codes sources qu'on met de ça, à chaque fois, on ne dit pas, voilà, c'est la référence et il faut forcément utiliser cette manière de faire et ça. À chaque fois, il y a toujours des tas de manières différentes de faire les choses. Voilà, comme le dit Pascal, il a utilisé certaines manières. Il y a peut-être des endroits où ça aurait pu être optimisé, mais voilà, c'est une manière de faire et qui fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci. Ok, bah, juste avant de répondre aux questions, on va juste montrer. Donc ça, c'est la version que Pascal avait fait, donc qui était la version X2, faite sur Windows. Je vais juste vous montrer la version qui a été portée sur la partie mobile, donc en X5. Donc ça a été changé un petit peu pour que ça soit plus cohérent, notamment sur la partie paramétrage, pour que tout puisse rentrer relativement facilement. L'application a été bloquée en mode paysage, d'accord, pas en mode portrait. Ok, je rappelle que ça, c'est des choses qui se font facilement dans projet options. Alors, il faut d'abord que je me mette sur Android, c'est très bien. Dans projet options, dans application, ici j'ai un onglet orientation.
Si rien n'est coché, toutes les orientations sont disponibles. Si je coche orientation personnalisée, là je peux cocher quelles sont les orientations que j'autorise pour mon application. Ici j'ai mis juste les orientations paysage, qui fait qu'elle ne basculera jamais en mode portrait. D'accord. La partie qui est là, donc on retrouve le cube qui est ici. La partie qui est là, bien entendu, va être une partie qui va bouger, hein, pour pas que ça prenne tout l'écran. C'est pour ça qu'on a un petit bouton qui est là. Mais juste pour vous montrer, pour que ce soit plus simple, on va montrer d'abord en mode Windows. Après, je vais vous montrer que ça fonctionne bien à la fois sur Android et sur iOS. Donc, j'ai bien mon application ici. J'ai mon cube qui est ici. Je peux le tourner, bien entendu, ça n'a pas changé. Je peux cliquer aussi, faire tourner les différents éléments. Ça n'a pas changé non plus. Ici, j'ai un bouton qui va me permettre de faire apparaître la partie paramétrage. Mon cube se réduit dans ce cas-là et j'ai accès aux différents paramétrages, d'accord. Voilà. Il y avait des boutons qui étaient disponibles pour les animations, voilà, donc ça n'a pas changé. Ou le start position pour pouvoir revenir à la position initiale, voilà. On peut réduire. Donc il y a certains paramètres qui ont été supprimés, hein, si vous regardez par rapport à, c'était pas ça, hop, par rapport à la version Windows. J'ai supprimé en fait tout ce qui est la partie speed en fait. Je trouvais que ça n'avait pas énormément d'intérêt sur la partie mobile, de la même manière que la partie cube size, puisqu'on part du principe qu'on est sur une mobile, donc on a une taille d'écran qui n'est pas modifiable, d'accord. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus de jouer sur la partie cube size, mais on aurait pu le laisser également, si je voulais réduire, ça aurait été possible également. D'accord, donc là je suis en mode Windows, on va montrer quand même que ça fonctionne bien sur Android. Hop, ici j'ai mon téléphone, on va exécuter dessus et on fera même un test après sur un iPad pour vérifier que ça fonctionne bien également sur l'iPad. Ça fonctionne bien donc sur iOS. Ok, donc vous voyez bien qu'elle se met automatiquement en mode paysage, d'accord. L'application ne se met pas en mode portrait, hein, même si je mets mon téléphone en mode portrait. J'ai bien mon cube qui est ici, je peux bien entendu le bouger, d'accord. Je peux également faire tourner une partie. Si je clique ici, j'ai bien la partie paramètres qui apparaît. Je peux jouer également en start position pour revenir, oui. Donc toutes les fonctionnalités voilà, qui existaient sont disponibles. Je peux réduire et revenir ici. Donc ça fonctionne bien sur mon téléphone Android. Si je sélectionne ici périphérique iOS, ici j'ai mon iPad qui est là. Je vais le lancer sur mon iPad. On va lancer Reflector. Il y a des erreurs. Ah oui, c'est parce que j'ai mis... Ok, on reviendra sur la partie cet après-midi. J'avais pas fait ça qui manquait, la partie lancement ici. En fait, il y a, quand je clique, ça va m'ouvrir le browser, d'accord. J'ai fait ça avec des intentes, c'est ce qui existe sur Android. Mais du coup, ça ne fonctionne pas sur iOS. J'ai pas mis de solution iOS. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste je vais faire ça, ça, ça. Vous entendez bien les travaux, c'est bien. Bon, c'est pas terrible le code que je fais, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour rapidement faire quelque chose. Hop. Voilà. Okay, de toute manière, je ne vais pas cliquer sur le lien, donc c'est pas grave. Mais il faudrait que je rajoute le code pour iOS, c'est pas non plus insurmontable, je vous rassure. Et on va lancer Reflector.
Ok. Ok, si je vais faire ça, c'est un peu plus clair sinon. Voilà. Voilà, donc on est sur un iPad. Hein. Je peux toujours pareil tourner mon cube, ça n'a pas changé. Je peux faire tourner ici. Si je clique ici, j'ai bien mes paramètres qui apparaissent. D'accord. Je peux toujours tourner ça comme je veux. D'accord. Je peux refaire un start ici. Voilà. D'accord. Donc ça fonctionne très bien à la fois sous iOS et sur Android. D'accord. Et encore une fois, on viendra en fin d'après-midi sur le code. J'ai essayé le plus possible de ne pas modifier le code initial, puisque c'était le code de Pascal. Donc voilà, à part quelques trucs que j'ai retirés, mais sinon la plus grosse modification c'est pour cette partie paramétrage. Voilà. Je ne sais pas si tu as des remarques à faire, Pascal, par rapport à ce que tu as vu. Non, aucune remarque, je suis content de voir tourner sur iOS parce que je n'avais jamais vu tourner sur iOS, voilà, donc c'est très sympa, merci. De rien. Donc encore une fois, c'est l'exemple aussi qu'un code qui est un code initial en X2 hein, a été porté relativement facilement en X5, hein, juste quelques petites modifications. Et vraiment, ça a été très simple. La plus grosse partie, ça a vraiment été le fait de l'adapter à un écran mobile et surtout, donc, voilà, contrairement à la version Windows, hein, comme on a vu tout à l'heure, je ne pouvais pas me permettre d'avoir tout sur l'écran parce que sur un mobile, ça fait un peu trop chargé. Donc, il fallait trouver un système pour que je puisse modifier les paramètres comme c'était prévu là, mais ne pas l'avoir tout le temps. Voilà, donc d'où le fait de la partie paramètres qui apparaît et qui se réduit après. Voilà. Ok, on va regarder les questions. Donc si vous avez des questions pour Pascal aussi, n'hésitez pas. Il est là avec nous, mais il sera là avec nous toute la journée. Donc de toute manière, il continuera d'être là avec nous. Encore une fois, après, on va partir à la base. Hein, donc on va voir la 3D sans parler de l'application Rubik's Cube. Puis en fin d'après-midi, on reviendra justement sur l'application Rubik's Cube pour voir ben voilà, tout ce qu'on a vu après dans le reste de la journée, comment Pascal l'a implémenté dans son application, comment ça a été fait. On n'hésitera pas à faire appel à lui si vous avez des questions par rapport au code et autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Ok. On peut toujours pas acheter juste le pack mobile pour les Delphi éditions précédentes. Donc non, le pack mobile, hein, l'offre qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est disponible que pour la X5. Voilà, donc pas pour les versions antérieures. Est-ce que le principe des styles est le même pour FireMonkey? Donc non, les styles dans la VCL et les styles dans FireMonkey, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Je suppose que, d'accord, c'était par rapport au... hop, je peux sélectionner tout ça. C'était le billet de Sarina, voilà, sur customiser les styles de la VCL. Donc c'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Dans la VCL, les styles, c'est exclusivement que des images, en fait. Hein. Alors que la notion de style dans FireMonkey, ça va beaucoup plus loin. Dans un style, je peux avoir des composants, des animations et autres. Quoi, voilà. Donc, c'est pas du tout pareil. Une personne qui dit c'est joli, c'était par rapport au design du vendredi. Donc, merci. Tant mieux si ça vous plaît. Encore une fois, demain, il y en aura un autre. Et tous les vendredis, hein, il y aura un nouveau design. Ok, donc on demandait donc si Pascal avait une expérience en développement 3D, donc il nous a bien dit que non, ce n'était pas le cas avant. Il y a 5 axes utilisés pour les rotations, donc on verra sur les rotations, on va regarder ça. Voilà. Pourquoi y a-t-il un steelbook? Alors on reviendra sur le code de Pascal, mais en fait le steelbook qui a été là a été fait pour les boutons
On voit bien qu'il a fait sous forme de style les boutons bleu, jaune, orange, rouge, vert. Voilà, il a fait ça sous forme de style. Et en fait, ici, chaque bouton va reprendre le style qui correspond à son bouton. En fait. De manière à, sur ces deux boutons-là, il n'y a que le texte qui est différent, mais le style en lui-même reste le même. Ça évite de dupliquer les choses. Alors, un message de Paul Top, donc qui est bien connecté, il me semble bien l'avoir vu. Salut Thierry, merci pour Cubeman. Remarque intéressante pour le Rubik Cube. Dans le code X2, le PNG de texture est recopié dans le FMX sur chaque élément. Dans X5, la propriété matérielle est un objet externe qui est donc partagé entre toutes les facettes de couleur. Gros gain de ressources. Oui, tout à fait. On verra justement comment c'est fait les textures, et c'est vrai que c'était différent dans la X2. Donc, merci pour la remarque, Paul, c'est vrai que c'est important. Ok, d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Ok, très bien, ça marche. On va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer et commencer à faire de la 3D avec Delphi X5 sur la partie mobile et voir comment ça se comporte, comment ça se passe. Ok, petite pause pipi, pause café, ainsi de suite, et à tout de suite.